Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Première dose du vaccin contre le Covid-19 appliquée en région depuis ce mardi. Nous irons vivre la campagne à Bafia, Bafoussam et Bertois et les perspectives de l'opération dans le dossier. En ouverture du journal. Premier jour du jeûne de Ramadan ce mardi pour les rituels dans les mosquées et l'ambiance dans les ménages. C'est bien parti. Nous ferons le point dans ce 20h30. Et puis, derniers espoirs perdus pour Tokyo 2020. Les Lions indomptables n'ont pas pu remonter la pente. Les Jeux olympiques, ce sera sans le Cameroun. Nous referons le match en page des sports, en plus du point des préparatifs de la CAN 2021. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. En tête du journal, le dossier sur la vaccination anti-Covid-19 pour faire le point des opérations. Après le lancement de la campagne hier lundi à Yaoundé pour le centre, les autres régions et départements ont reçu leur première dose du vaccin Sinopharm ce mardi. Le tour en quelques escales dans ce dossier donc. Premier arrêt, la ville de Bafia où des personnels de santé et des personnes à risque ont reçu les premières injections. Retrouvons à l'hôpital de district de Bafia notre reporter Agnès Solange à Bessolo. Du beau monde dans la cour de l'hôpital de district de Bafia ce mardi. Des personnels de santé, paramédicaux, des hommes et femmes âgés de plus de 50 ans qui se sont frottés d'une manière ou d'une autre au virus. Des volontaires pour cette opération de vaccination, au premier rang desquels le préfet, le maire et le chef de district de Bafia. Mais avant, quelques explications sur les effets secondaires. La ville a déjà enregistré une cinquantaine de cas Covid officiellement depuis le début de la pandémie et 2 décès. Le vaccin, c'est une dose d'espoir pour les hommes en blouse blanche. On a un nombre qui est croissant de cas positifs. On a des traitements qu'on administre à chaque cas positif et on pense qu'effectivement avec bien sûr l'administration du vaccin, il y aura un impact sur les statistiques pour baisser la prévalence de la pandémie dans le district. Avec plus de 172 000 habitants, le chef-lieu du département du Mbam et Inoubou sera le pôle qui va desservir tout le Grand Mbam et ses 4 districts de santé, c'est-à-dire Ntui, Bafia, Dikinemeki et Yoko. De l'Ouest, c'est l'hôpital régional de Bafoussam qui sert de base des opérations pour cette campagne de vaccination. Là aussi, en première ligne, on retrouve les personnels de santé et les personnes âgées présentant des antécédents ou des comorbidités. L'engouement de ces populations cibles à Bafoussam, retrouvons Christelle Ngbaïso. Premier à se faire vacciner, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, a tenu à montrer le bon exemple. Je suis venu me vacciner, je suis fier, je suis content. C'est une autre mesure de barrière pour faire face à cette pandémie. Dans la région de l'Ouest, 290 personnels de santé ont déjà été contaminés. Ce vaccin est une motivation supplémentaire dans leur travail. Je suis réconforté parce que là, je me sens protégé. Je vais prendre en charge des malades sans avoir peur parce que ce vaccin me protège. Les responsables de la santé publique ont déjà tout mis en œuvre pour la répartition du vaccin Sinopharm dans les 20 districts de santé que compte la région de l'Ouest. Tous les chefs de district sont ici présents. Chacun rentre avec sa quantité et dès demain, le lancement sera effectif dans tous les districts de santé en collaboration avec les autorités administratives.
La région de l'Ouest a reçu 14 710 vaccins pour les 2 doses qui doivent être administrées à 21 jours d'intervalle. La vaccination contre le Covid-19 également effective dans la région de l'Est. Ce mardi, le gouverneur Grégoire Mvongo a présidé le lancement de la campagne à l'esplanade de l'hôpital régional de Bertoua. Caroline Amombo-Bissegé raconte ses premiers moments de la vaccination anti-Covid. La toute première dose de vaccin Sinopharm a été administrée au gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo. Un acte perpétué par le délégué régional de la santé publique, Dr Désiré Anissé Mintop, et bien d'autres forces vives de la région. Le gouvernement ne saurait choisir quelque chose pour nuire à la population. Donc on peut être rassuré, ce vaccin, c'est un vaccin fiable. Pour le maire de la ville, Jean-Marie Dimbélé Sodéa, il s'agit d'amener les populations à adhérer à cette campagne de vaccination pour limiter la propagation du Covid-19, ce tueur silencieux. Je suis très heureux d'avoir reçu ma dose de vaccin contre la Covid-19 et je voudrais de ce fait inviter d'abord le personnel de santé à se faire vacciner et ensuite les populations à faire de même. Ça permettra, n'est-ce pas, de pouvoir combattre cette pandémie qui fait autant de malheur. En rappel, la dotation de la région de l'Est est de 8 600 doses de vaccins. Pour la suite de cette campagne, les autorités sanitaires nationales rassurent. La masse démographique et l'ampleur de la pandémie obligent le Cameroun à poursuivre la campagne de vaccination anti-Covid-19 au-delà des 200 000 doses du vaccin chinois disponibles au Cameroun. 3 autres variétés sont donc envisagées, l'AstraZeneca, Johnson & Johnson et le russe Sputnik 5. Le programme élargi de vaccination espère maintenant la prochaine livraison de vaccins dans 4 jours, le 17 avril. Le chronogramme de ces opérations avec Sidoine Monkam. Le Cameroun accueillera au total 4 vaccins pour faire blocus au coronavirus. Après la réception des premières doses de Sinopharm, 3 autres vaccins restent attendus. AstraZeneca, Sputnik 5 et Johnson & Johnson. Toutes ces solutions injectables ont été choisies en tenant compte de leur efficacité et de leur adéquation avec la capacité du Cameroun à les conserver. En situation de pandémie, on ne peut pas se limiter à un seul vaccin parce que le stock que nous avons au Cameroun va dépendre de la disponibilité de ce stock au niveau international. Avec plusieurs vaccins, on a la flexibilité d'abord dans le choix de vaccins et puis on est plus sûr de la disponibilité des vaccins une fois la campagne lancée. Les 4 vaccins, bien que présentant des similarités selon les spécialistes, se distinguent par leur spécificité. Les vaccins AstraZeneca, Johnson et Sputnik ont la même technologie. En dehors de Johnson & Johnson qui est administré en une seule dose, les autres s'administrent en 2 doses. Difficile de se prononcer sur les dates d'arrivée de ces autres vaccins au Cameroun. Pour l'instant, ce dont nous sommes sûrs, c'est la date du 17 avril où nous allons recevoir 391 200 doses de vaccin AstraZeneca. On ne peut pas déjà avoir les dates précises pour les autres livraisons parce que cela dépend de plusieurs paramètres au niveau international. Les 4 vaccins associés permettront assurément d'avoir une flexibilité dans le choix et une sûreté des doses disponibles. La vaccination contre le Covid-19 qui se poursuit donc à travers les démembrements territoriaux dès à présent. La Commission nationale du croissant lunaire l'avait annoncé hier soir. Le Ramadan 2021 a bel et bien commencé ce mardi. Les fidèles musulmans sont déjà dans les rituels de saison. À Maroua, dans l'extrême nord Cameroun, les imams ont entamé l'exégèse du Coran dans le strict respect des mesures barrières dans les mosquées. Allons voir l'ambiance de ce premier jour dans ces mosquées et dans les ménages avec notre correspondant sur place à Maroua, Aladi Mustafa. À la mosquée centrale de Maroua, au quartier d'Ougoé, la tradition a encore été respectée cette année. Les fidèles musulmans viennent chaque jour écouter l'exégèse du Saint-Coran. Des thèmes aussi divers que variés sont développés par l'imam de cette mosquée. Nous appliquons les mesures barrières dans cette mosquée. Dans nos sermons, nous parlons de la prière du Ramadan. Bref,
de la parole d'Allah, nous prions aussi pour la paix. Dans les familles, des dispositions particulières ont été prises pour affronter ce mois du Ramadan. Dans cette famille, la maîtresse des lieux a élaboré un emploi du temps exceptionnel pour cette période. On s'est réveillé à 3 heures pour préparer, laver les assiettes. À 5 heures, on se repose un peu à 6 heures, 7 heures comme ça. Et on se relève aussi pour le tafsir. La prière, la lecture du Saint-Coran et le partage rythment le quotidien des fidèles musulmans durant ce mois. Et dans les familles, cela peut sembler paradoxal, mais le mois de Ramadan coûte bien plus cher encore dans le budget de ces ménages. Le mois de jeûne exige en effet des ménagères un menu plus fourni et plus varié que d'habitude. Il s'agit également de respecter le nécessaire partage avec d'autres familles, mais aussi de bien rompre le jeûne pour tenir le lendemain. Et on trouve l'indétrônable beignet bouilli sur toutes les tables, certainement ce soir. Laurence Ocalia. Les menus du premier jour du mois de Ramadan dansent sur le feu d'Aïcha. Là, c'est le héros. Ici, c'est un petit rôti de foie. Des repas assez consistants pour les daïrous aujourd'hui. Contrairement aux jours ordinaires, le jeûne du mois de Ramadan nourrit beaucoup plus le panier des ménagères musulmanes. On dépense plus pendant le mois de Ramadan parce qu'on fait plusieurs variétés de nourriture. Par semaine, on peut aller jusqu'à 70 000 francs pour la nourriture parce qu'il faut acheter les fruits, les légumes par rapport à l'énergie dont on a besoin pendant le mois du Ramadan. Ibrahima commence à s'habituer à recevoir du monde chez elle. La religion veut que le partage soit le premier menu sur la table, comme le faisait le prophète Mohammed. En plus des repas traditionnels, un parfum de bouillie, de beignets et de salade se dégage de tous les foyers musulmans. Il y a les étrangers qui viennent manger chaque fois forcément. Il y aura toujours 2 à 3 menus par jour. Si je fais mes calculs hebdomadaires, mon panier coûtera peut-être, je suis dans les 100 000. Il faudra tenir ce rythme financier sur pratiquement 4 semaines de jeûne pour que les carottes soient cuites. Et on va dire bon appétit à toutes ces familles musulmanes et à vous aussi si vous êtes à table en ce moment. Un épais voile de deuil planait ce mardi à Mvolié, ici à Yaoundé, au moment de l'ouverture de la 46e Assemblée générale des évêques du Cameroun. La conférence épiscopale pleure en effet le tout premier cardinal camerounais, son éminence Christian Weigand Toumi, décédé samedi 3 avril. Ambiance à l'ouverture de ces travaux que préside Monseigneur Abraham Comé. C'est dans ce reportage de Pierre Bihina. C'est une conférence épiscopale nationale avec un cœur lourd qui ouvre les travaux de sa 46e assemblée plénière sur la colline sainte d'Mvolié. Le doyen, son éminence cardinal Christian Toumi, est décédé le 3 avril dernier à Douala. L'image que je retiens du cardinal Christian Toumi, c'est son désir profond de vivre sa vie de prêtre. C'est par la prière. Nous sommes vraiment touchés par cette espèce de cascade de deuil qui plombe notre pays. Comment réconforter les familles et redonner courage aux vivants? Une cérémonie d'ouverture simple, des prises de parole, le discours d'accueil de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean Barga, et le discours d'ouverture du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Abraham Comé. Il est essentiellement question pour nous de revisiter notre vie depuis la précédente assemblée. C'est le but premier d'une assemblée plénière. Au programme, pendant une semaine que va durer l'assemblée plénière, des messes, des plénières des commissions et des exposés portant sur la vie de l'Église catholique qui est au Cameroun. Pour la suite de ces travaux, ce soir, en ce moment même, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Murat, préside la messe solennelle et d'action de grâce en la basilique Marie, Reine des Apôtres de Mvolié à Yaoundé, messe en commémoration de l'élection du pape François.
Allons à Douala, la ville qui est en deuil également et qui pleure son cardinal. Mais dans le flot de la vie qui se poursuit, Douala prépare le tout premier forum économique. La rencontre se tient du 23 au 25 mai et ce mardi, les organisateurs échangeaient avec le maire de la ville, Roger Mbassa Ndine. Le compte rendu de ces échanges à Douala, Flore Écoulé. Le thème de cette première édition du Forum économique de Douala, l'occupation des sols, la grande distribution et la problématique du transport urbain à Douala. Enjeux et défis pour une modernisation soutenue de la capitale économique. Une réflexion pour développer la ville de Douala. Il y aura une thématique sur la décentralisation, comment les opportunités de financement, le développement de la ville de Douala. Et nous allons inviter les urbanistes pour venir mener à bien ces réflexions. Les chantiers prioritaires de cette réflexion, c'est d'abord l'économie et puis la décentralisation. Dans son exposé liminaire, Olivier Kinyemoli, le coordonnateur général du FED, a mis l'accent sur l'implication des différents acteurs dans l'atteinte de cet objectif. Des expositions, ateliers sont au programme de cet événement qui se tiendra du 23 au 25 mai prochain. Le maire de la ville, Roger Mbassa Ndine, a marqué son accord pour accompagner le Forum économique de Douala. Il procédera d'ailleurs à la leçon inaugurale. L'édile de la ville de Douala espère que cette initiative s'étendra à toute la région du littoral et même au-delà. Les exécutifs des conseils régionaux également à l'école de la budgétisation par programme. C'est une initiative des ministères de la décentralisation, des finances et de l'économie qui tenaient conjointement un atelier de formation la semaine dernière ici à Yaoundé. Un atelier très à propos au moment où ces conseils régionaux entrent dans leur première année d'activité. L'enjeu étant ici d'éviter la navigation à vue dans la réalisation des projets. Lucrèce Mbenga. Appelés à jouer un rôle de première importance dans le développement socio-économique de leur région, les exécutifs régionaux doivent évidemment disposer d'un budget élaboré sur la base d'un programme, question d'éviter les errements susceptibles de contrarier leur vision. Ils ont leur vision, ils vont définir leur programme, ils vont définir leurs objectifs avec les indicateurs qui s'imposent et la méthodologie, c'est pour leur permettre de véritablement exécuter efficacement ce qu'ils ont envisagé. Le régime financier des CTD est la boussole des conseils régionaux en cette première année d'activité. C'est le 4e programme qui porte sur la gouvernance et l'administration régionale. Il sera donc question de partir des activités qui sont ciblées, d'en avoir une estimation financière. Les différents ministères de tutelle ont donc cru bon, à travers une formation, donner aux conseillers régionaux les outils de l'élaboration du budget programme. On ne peut élaborer le budget de manière pratique si on a déjà l'esprit de ce que l'on veut faire. Nous avons également travaillé pour les accompagner à comprendre ce que c'est que la planification, ce que c'est que la programmation, ce que c'est que la budgétisation et comment exécuter le budget dans une logique de budget-programme en termes de pilotage de l'exécution du budget. C'est clair, la navigation à vue n'a pas de place dans la gestion des régions. Économie nationale encore, cette fois-ci pour parler de l'apport de la diaspora dans le projet Dias Invest 237. Ce projet qui tenait son 3e comité consultatif ce mardi ici à Yaoundé. Le projet est initié par le ministère des Relations extérieures. Il est financé par l'Agence française de développement, d'où la présence de ces deux parties françaises et camerounaises aux travaux de ce comité d'orientation. Séverin Alégambélé fait le point. Le Cameroun et la France combinent les expertises pour la mobilisation de la diaspora autour de l'investissement productif. Aux travaux du comité consultatif d'orientation du projet Dias Invest 237, on a appris qu'entre 2017 et 2021, 70 porteurs d'initiatives de la diaspora camerounaise en France ont été sélectionnés et accompagnés dans la création ou le développement des entreprises. Nous avons créé un bureau dédié à la diaspora pour les amener à investir au Cameroun.
et puis nous suivons. Le rapport d'étape fait de la phase pilote du programme d'appui à l'investissement de la diaspora dégage une approche partenariale entre Yaoundé et Paris. Tout ça s'inscrit dans une logique évidente, c'est le développement économique du Cameroun et l'amitié entre les deux pays. Dias Invest 237, un accélérateur de projet, doit pouvoir contribuer à la transformation structurelle de l'économie. Nous apportons là la preuve qu'une mobilisation concertée et structurée de la diaspora vers l'investissement productif s'inscrit entièrement dans le processus d'émergence économique prescrit par le chef de l'État. La clôture administrative du projet, c'est au mois de juin prochain. Il va falloir capitaliser l'expérience acquise et accélérer la mobilisation de la diaspora. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La nouvelle arme dans la riposte gouvernementale contre le Covid-19, c'est bien le vaccin et il est déjà disponible dans 8 régions sur les 10 ce mardi soir. Nous allons parler tout à l'heure du plan de couverture vaccinale Covid-19 et du déploiement de ces vaccins. C'est dans l'entretien entre notre reporter Évariste Yenga et son invité. Nous les retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique de Messa ici à Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle. Les vaccins sont disponibles. Première allocation, 200 000 doses. Leur répartition dans les différentes régions et leur administration obéit à une démarche bien précise. C'est le plan de couverture vaccinale. On en parle ce soir avec le docteur Gisèle Evouba du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Les vaccins sont là. Comment va se passer le plan de couverture vaccinale ? Ok, les vaccins sont là et le plan prévoit que les vaccins soient déployés dans les 10 régions, ce qui est déjà fait actuellement. Il reste juste 2 régions qui n'ont pas encore reçu leur vaccin, mais les vaccins sont en train d'être déployés dans toute l'étendue du territoire national. Et maintenant, les districts de santé, les aires de santé sont multiples. Est-ce que, vu le stock limité, tous les districts seront servis ? Pour l'instant, nous avons identifié 243 sites de vaccination dans tout le pays. Donc, dans chaque district, il y aura au moins un centre de vaccination. Et comme vous le disiez bien, les 200 000 doses que nous avons reçues maintenant sont d'abord destinées au personnel médical uniquement. On interrogera pourquoi le personnel vaccinal, ce sera à une autre occasion. Merci d'avoir apporté votre expertise. Vous venez donc d'avoir une idée un peu plus précise du plan de couverture vaccinale. On reviendra au cours de cette semaine et c'est l'avenir sur d'autres aspects de cette nouvelle partie de la lutte contre le coronavirus Covid-19, la couverture vaccinale. À vous le plateau. Merci Évariste. C'est effectivement le sujet au cœur de cette actualité, au sujet de la pandémie, la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Parlons à présent de l'initiative Connect My School, le projet désormais à la portée des élèves des écoles primaires des régions du centre et de l'Est qui peuvent bénéficier gratuitement de l'enseignement en ligne. Ce projet était officiellement lancé ce mardi ici à Yaoundé. À la manœuvre, le secrétaire général du ministère de l'Éducation de base qui salue la participation de l'UNICEF dans l'avènement de ce complexe numérique. D'autres éclairages avec Laetitia Onana. Les élèves et les enseignants de l'école primaire d'application de Melaine à Yaoundé écrivent les premières pages de l'initiative Connect My School. Le projet du ministère de l'Éducation de base, appuyé par son partenaire technique l'UNICEF, offre de nouvelles perspectives d'apprentissage grâce au web. L'UNICEF et les autres partenaires techniques et financiers ont décidé
de construire ce que nous appelons ici des e-conteneurs, hubs numériques, à travers lesquels la communauté éducative tout entière peut avoir accès aisément au savoir. Pour cette phase, nous avons 15 000 tablettes. Connect My School devrait permettre à court terme d'améliorer l'apprentissage de 60% d'élèves du primaire, d'améliorer l'accès au savoir pour 2000 enfants handicapés non scolarisés et enfin d'améliorer la qualité ainsi que les techniques d'enseignement chez 90% d'instituteurs grâce à l'utilisation des TIC. Voici des fruits dans la lutte contre le grand banditisme à Yaoundé. Des fruits présentés par les éléments de la direction de la police judiciaire, un gang de bandits spécialisés dans le braquage de véhicules opérant dans la ville de Yaoundé qui est donc désormais aux arrêts. À l'heure active, une dizaine de véhicules volés et récupérés. Les 12 présumés voleurs étaient donc présentés ce mardi à Yaoundé. Témoin de cette présentation, notre reporter Michel Renaud Ohanja. 11 véhicules, 11 armes à feu, 27 plaques d'immatriculation et autres objets de valeur. Tel est le butin saisi par la police. Un butin qui n'est que la moisson de ce gang bien organisé. La perquisition à son domicile, Sizaminkan Yaoundé, a permis de découvrir l'existence d'une cabine de peinture et la saisie des armes à feu et plusieurs objets de valeur. Suite à nombreuses plaintes des victimes au mois de février dernier, les équipes de recherche de la division de la police judiciaire vont engager une série d'enquêtes. Les recherches vont permettre d'interpeller tout d'abord le suspect Joseph-Marie Ombédé, puis 11 autres personnes. Il faut dire qu'il s'agit d'un groupe bien organisé, où chacun a un rôle précis. Pour cette traque remarquable, la police compte davantage sur la collaboration des populations. La grande famille de la médecine camerounaise en deuil, le professeur Lazare Kaptué n'est plus. Il était par ailleurs le maire de la commune de Demdeng dans le Konki, région de l'Ouest. Il est décédé hier lundi ici à Yaoundé des suites de maladie. Il laisse sa famille biologique et professionnelle éplorée. Voici quelques témoignages compilés dans ce reportage de Étienne Pascal Azegue. Un baobab de la médecine camerounaise est tombé. Au domicile du défunt, 6 au quartier Omnisport, ces photos sont quelques clichés de l'homme politique et père de famille qu'a été le professeur Lazare Kaptué. L'agrégé d'hématologie a poussé son dernier souffle dans sa clinique à Yaoundé. Papa était malade pendant 3 semaines. Nous avons effectué le transfert dans sa clinique Bastos en continuant les soins qui avaient été prodigués. Mais malheureusement, hier soir, il y a eu toute une série de malaises qui ont concouru à son départ définitif. Sa collaboratrice se souvient d'un patron facile à vivre. C'était un homme vraiment humble, un encadreur, très affectueux. Le principal promoteur de l'Université des Montagnes a laissé une marque indélébile dans les sciences biomédicales. Il a tout laissé après sa formation en France pour rejoindre le Cameroun et venir contribuer à renforcer les capacités de notre pays du point de vue médical. Il a fondé la banque de sang de l'hôpital central de Yaoundé. Je retiens de lui que c'est un grand patriote, c'est un grand bâtisseur, un grand humaniste. Le maire de la commune de Demdeng dans la région de l'Ouest Cameroun tire sa révérence à 82 ans. Dans le nord, cette même ambiance de deuil persiste au sein du Lamida de Garoua. Le Lamida ne désemplit pas depuis l'inhumation de Sa Majesté Halim Garga Hayatou, des personnalités politiques et autres autorités traditionnelles qui se succèdent auprès de la famille et des notables pour exprimer leurs condoléances. Ainsi, du ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Ibrahim Talba Mala, qui conduisait hier lundi une forte délégation venue de l'extrême nord voisin avec un message de réconfort pour ce Lamida. Luc Periwanji raconte. Recueillement, prière et méditation. Sans léser le moindre détail, c'est dans la pure tradition musulmane qu'Ibrahim Talba Mala, Midi Awabakari et la dizaine de chefs traditionnels venus de l'extrême nord
se sont inclinés devant la mémoire d'Ali Mayatou et ont apporté du réconfort aux proches de l'illustre disparu. Présenter les condoléances, mais aussi réconforter cette famille éplorée et leur demander de rester toujours solidaires. Sa Majesté le Lamido Ali Mayatou était là, dans le camp de Minawao, pour implanter les structures de santé, les forages en eau, les vaccins, toutes les opérations. Dans les coulisses de son orphelin palais de Fulbéré à Garoua, il se murmure qu'Ali Mayatou avait le cœur qui battait bien fort pour l'extrême nord. Le pèlerinage de l'élite politique, des autorités traditionnelles et administratives de cette partie du pays à Garoua ressemble à s'y méprendre à un retour d'ascenseur, une reconnaissance posthume. Dans cet extrême nord, le projet de développement rural intégré du Chari-Logon avance. Le comité de pilotage et d'orientation du projet tenait sa 3e session ordinaire vendredi. L'instance a arrêté le budget 2021 à 6 milliards de francs CFA. Le compte rendu, Francine Ndjaba à Maroua. Il s'agissait pour le comité de pilotage et d'orientation de faire une évaluation des activités déjà menées par le PDRI Chari-Logon, phase 2, de faire des projections sur celles en perspective et adopter un budget pour le financement des activités à réaliser au cours de l'année 2021. Nous avons présenté notre plan d'action pour 2021 avec notre budget qui est équilibré en recettes et en dépenses à 6 milliards, à peu près 100 millions de francs CFA. Notre budget sert principalement aux infrastructures socio-économiques de base, qui sont les salles de classe, les forages, les centres de santé, les magasins, et beaucoup plus aussi pour les routes, les pistes rurales. À cause de certaines contraintes telles que la fermeture des frontières, conséquence de la crise sanitaire, plusieurs marchés de l'exercice 2020 n'ont pas été achevés. L'année 2021 devrait permettre leur exécution. Présentement, les sociétés qui sont engagées dans la construction de ces axes sont mobilisées et ils ont déjà même commencé les travaux. Il y a également la participation du marché pour ce qui est du matériel agricole, des pêches et d'élevage, les inséminations et autres. De ce côté également, malgré la lourdeur de la participation du marché et dans ce contexte de Covid, les choses ont suffisamment avancé. Des infrastructures socio-économiques qui visent à relever le niveau de la chaîne de valeur. Si on arrive à désemployer tous ces bassins de production, les productions vont exploser en réalité, les prix vont s'améliorer pour le paysan et le PIB va augmenter au niveau national. La 3e session ordinaire du comité de pilotage et d'orientation s'est achevée par des recommandations qui ont pour objectif de faciliter l'exécution des différents projets. Dans la coopération entre Luanda et Yaoundé et à concertation, au nom du chef de l'État Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté recevait ce mardi le ministre angolais des Relations extérieures, envoyé spécial du président de la République angolaise. Pour le contenu de cette audience, je vous propose ici d'entendre le diplomate angolais dans une interview avec notre reporter Laurentine Bokono. Que nous sommes venus dans le cadre de bonnes relations qui existent, je dirais des relations excellentes qui existent entre l'Angola et le Cameroun. Je suis venu pour délivrer un message de son Excellence le président João Lourenço à son frère le président Paul Biya. Et vous comprendrez qu'on ne dit pas en public le contenu du message que je ne connais pas moi-même. En fait, c'est un message entre les deux chefs d'État et donc le contenu sûrement sera donné à qui de droit. Et coopération encore avec ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Guillermo Lasso, c'est le président élu de la République de l'Équateur à l'occasion de son élection à la magistrature suprême de son pays.
La page des sports à présent est la 29e session du Comité national de préparation des Coupes d'Afrique des Nations, comité préparé et présidé ce mardi par le Premier ministre chef du gouvernement. Les principales recommandations de cette instance, c'est dans ce reportage de Laurentine Bokono, une fois de plus. Depuis le grand succès organisationnel enregistré par l'Ochan, la grosse machine de préparation de la prochaine CAN semble s'être grippée. Rien ou presque n'a véritablement bougé. Le cas des infrastructures hôtelières à titre d'illustration. Nous avons dans les deux sites, Bafoussam et Garoua, un ou deux projets hôteliers qui sont un peu en retard. Je reviens par exemple de Bafoussam. Il y a certains travaux complémentaires qui ont été identifiés, qui sont en train d'être exécutés. À Garoua, c'est essentiellement aussi un problème de retard dans un chantier. Face à l'état des lieux ainsi dressé, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Côté, a multiplié les directives. Les ministres de l'eau et de l'énergie, des postes et télécommunications, le délégué général à la sûreté nationale, tous ont été appelés à mettre le turbo pour réaliser leur cahier de charges. On a besoin d'une remise à niveau de ces infrastructures qui ont été improuvées. On a besoin de les entretenir jusqu'au terme de la compétition pour qu'on trouve des infrastructures en état de servir. Dans l'attente de l'aboutissement du processus d'achèvement des travaux à l'entrée est de Douala, le ministre des Travaux publics continuera de tout mettre en œuvre en étroite collaboration avec le maire de la ville de Douala et les forces de sécurité pour assurer la fluidité de la circulation dans cette zone. Le sport encore avec ces mauvaises nouvelles sur le front des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Ce sera sans les Lions indomptables du football. Aboudi Ongene et ses coéquipières ont raté leur qualification ce soir après un match nul face aux Chiliennes. Les Chiliennes qui avaient déjà une longueur d'avance grâce à leur victoire au match aller par 2-1. Revivons donc les moments forts de ce match nul avec Esther Ayimboko de CRTV Sports and Entertainment. Cette occasion de shoot à Diarra a entretenu l'espoir d'ouvrir le score et croire à une qualification, soit en inscrivant un but. Mais les buts, il n'y en aura pas jusqu'à la fin de cette rencontre. Déterminés à aller à Tokyo, les Lions ont beaucoup donné à Antalya lors de ce match retour des barrages qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Dans un duel mené par les Camerounaises, la bande à Aboudi Ongene a donné du fil à retordre à la Roja féminine. Des actions manquées se sont enchaînées. Côté Cameroun, à la 69e minute, Brigitte Omboudou écope d'un carton rouge. Le Cameroun va devoir repartir à 10 contre 11. Quelques minutes après, Augustine Diangué-Siliki prend un carton jaune. La machine camerounaise commence alors à s'enrhumer. La deuxième mi-temps est plus rude que la première. Les changements opérés par Alain Djomfa n'ont pas aidé à changer le cours du match. La gardienne chilienne du Paris Saint-Germain n'a laissé aucun ballon traverser ses filets. La cage camerounaise a aussi été bien gardée par la jeune lionne Mikaeli Biina. Seulement, les opportunités de qualification n'ont pas été favorables pour le. Et la fin de ce 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Martine Noël Ndengue et d'Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit, des informations présentées par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Pour l'immédiat, retrouvez le débat économique avec Olivier Kingemoli qui vous attend sur les berges du Vouri à Douala. Très belle soirée sur la CRTV et sur nos autres antennes. Et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.